Mario Vargas Llosa, c'était le premier écrivain à entrer à l'Académie française sans avoir écrit une ligne en français. Je voulais simplement vous faire écouter ce qu'il disait sur la littérature et combien la littérature peut sauver le monde. Je crois que la littérature est une compensation. Je crois qu'à travers la littérature, nous avons quand même la possibilité d'avoir les vies que nous n'avons pas dans la réalité. À travers la littérature, à travers les romans, nous sommes capables de parcourir, n'est-ce pas, toute l'histoire, toutes les expériences, de reculer dans le temps, d'avancer dans le futur, et de nous multiplier dans toutes sortes d'expériences, même les plus terribles, les plus épouvantables. Et alors, comme êtres humains, nous sommes dotés, n'est-ce pas, de cette monstrueuse capacité qui est celle d'imaginer des choses que nous n'avons pas. Et ça croît en nous des désirs. Et ça remplit notre vie d'une vie énorme. Voilà, ça date de 1989, c'est toujours la même question. Pourquoi lit-on ? Certains disent pour vivre des aventures, par procuration, d'autres pour se retrouver, pour mieux se connaître, pas pour évasion. Il y a 1000 manières de lire des romans, des essais, des récits, que sais-je. Et vous avez bien connu, vous l'avez rencontré. Il y a un livre formidable qui s'appelle La Fête au Bouc, qui vous intéresse vous forcément, puisqu'il parle de la chute. Tous les bouquins, c'est un formidable conteur. Oui. Et c'était un type, on le voit là dans l'interview, c'était quelqu'un d'assez solaire, extrêmement sympathique, puis surtout, moi je l'ai vu 2 fois, avant qu'il soit candidat à la présidence du Pérou, parce qu'il a été faire une incursion en politique dont il est sorti totalement dégoûté. Il avait été éduqué, il avait eu une jeunesse marxiste, après il était devenu le suppôt du libéralisme en Amérique latine. C'est le prix Nobel de littérature latino, quand même, qui vient de mourir. Et l'homme qui avait décroché, puis en plus c'est un caractère. Il avait décroché une droite à Garcia Marquez un jour devant tout le monde, vraiment un vrai direct à la mâchoire à Barcelone. C'était à la fois donc une nature, un homme qui était revenu de beaucoup de choses, qui restait pourtant très, très positif, et surtout, moi ce qui m'avait frappé, c'était l'exigence de sincérité qu'il y avait en lui. Pour un homme qui avait autant d'imagination et qui était un aussi beau conteur, il était dans une véritable souci de vérité. C'est dire s'il avait été déçu par le monde politique. Il avait trouvé qu'il y avait en politique le pire de l'âme humaine. Mais il avait fait des livres politiques. C'est-à-dire que La Fête au Bouc, c'est un livre politique. C'est l'histoire de ce dictateur de la République dominicaine. Et donc, on est à la fois un mélange entre le roman, le livre politique. On voit comment une dictature peut fonctionner. Puis alors, c'est drôle ce que vous racontiez sur son altercation avec Garcia Marquez, parce qu'évidemment, c'est les deux grands écrivains sud-américains, 100 ans de solitude de l'autre côté. En tout cas, la sincérité dont vous parlez, peut-être est-ce plus facile, sans doute est-ce plus facile d'être sincère quand on est journaliste, d'être sincère... Alors là, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Je n'ai pas terminé ma phrase. Plus facile. D'être sincère quand on est artiste que d'être sincère quand on est homme politique, parce qu'on veut se faire élire. Et pour se faire élire, hélas, et en démocratie, c'est pas vrai, les artistes sont de moins en moins engagés parce qu'ils ne veulent pas décevoir leur public. Bon, donc peut-être il y a une pureté, une virginité qu'on peut avoir quand on est un artiste. Il a été détesté par les intellos de gauche, français notamment. Oui, parce qu'il avait du talent. Il a été vomi jusqu'à... Mais oui, mais parce qu'il avait du talent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est toujours pareil. Et souvent, le problème de tous ces gens, on le dit tellement de fois, tous ceux qui attaquent, ils n'ont pas beaucoup de talent. C'est ça leur difficulté. Donc il faut bien trouver un sens à leur vie. France-Algérie, 3 hommes ont été mis en examen ce vendredi 11 avril à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril de 2024 de l'influenceur dit Amir DZ. Figure de l'opposition du régime algérien sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez décrypter ce qui se passe, parce qu'il y a 12 collaborateurs qui sont sommés de quitter l'Algérie. Donc, je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Sabourin. On a le sentiment qu'on nous piétine, pour le faire court. Voilà, qu'on nous marche dessus et qu'on ne répond pas, pour faire court. Marine Sabourin. Il dispose de 48 heures pour quitter le territoire algérien. 12 agents de l'ambassade de France viennent d'être expulsés par les autorités algériennes. Une mesure inédite depuis 1962.
Pour Paris, cette décision a évidemment un lien avec l'arrestation d'un membre du consulat d'Algérie en France, survenu vendredi dernier. Cet homme, accompagné d'autres individus, est soupçonné d'être impliqué dans la séquestration d'un opposant au pouvoir algérien en 2024, selon le parquet national antiterroriste français. Le ministre des Affaires étrangères réagit à cette annonce. L'expulsion de 12 agents en réponse serait injustifiée au fond et sans aucun rapport avec les faits dont sont soupçonnées les 3 personnes arrêtées. Pourtant, la France et l'Algérie semblaient voir leur tension s'apaiser. Jean-Noël Barrot demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. La venue de Gérald Darmanin annoncée pour les prochaines semaines semble aujourd'hui très compromise, car cette annonce des autorités algériennes semble porter comme un coup fatal à la réconciliation entamée par les 2 pays. Si la décision d'expulser nos ressortissants français est prise, nous y répondrons. Je vous assure, parfois tu souris. Il aurait pu dire « notre bras ne tremblera pas », vous savez la phrase, nous serons inflexibles, nous serons implacables. La réciprocité, c'est la norme. Hein, donc il y aura évidemment 12 Algériens qui vont être expulsés de France. Mais si vous voulez, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'Algérie est incapable d'imaginer que le parquet national antiterroriste, enquêtant sur une affaire qui est une affaire de droit commun, qui est une barbouzerie, c'est des pieds nickelés à la fois. Donc l'enlèvement d'un gars il y a plus d'1 an par des faux policiers, le parquet, les enquêteurs ont remonté la piste, ont découvert chemin faisant un espion au ministère de l'économie et des finances franco-algérien qui travaillait pour l'Algérie, plus une complice qui travaillait à l'office de l'immigration, donc 2 personnes sous les barreaux déjà, et puis en remontant, ils sont tombés sur un agent du consulat d'Algérie. Donc 3 mises en examen, vendredi, connu. Bon, et là, l'Algérie, parce que ce sont des manigances de Retailleau, que c'est pas du tout une affaire de police et de justice indépendante. Sauf que le parquet national antiterroriste ne dépend ni de Retailleau, ni même de Darmanin. Exactement. Il est indépendant, vous le savez. Donc, voilà. Donc, vous le savez, mais l'Algérie ne le sait pas. Ils n'imaginent absolument pas qu'un magistrat puisse être indépendant. Ça en dit long sur la justice algérienne, d'ailleurs. Donc, au bout du compte, ils expulsent, ils vocifèrent, ils s'indignent, ils sont colère et fureur, et du coup, ils expulsent 12 Français. Ce qui, évidemment, alors que depuis 3 jours, on s'étonnait du silence du Quai d'Orsay, du silence de Matignon, du silence de l'Élysée, pour une affaire qui est quand même une affaire d'État, avec ingérence d'un pays qui vient régler ses comptes ici, chez nous. Ça rappelle une affaire. L'affaire Ben Barka. Mais ça rappelle exactement... Quoi, exactement. Ça rappelle l'affaire Ben Barka. Ouais, il y a des grandes différences. La première différence, c'est que Ben Barka était une figure considérable. Oui. C'était l'opposant numéro 1. C'est pour ça que je dis ça rappelle, vous avez raison. Et puis, il y a la deuxième différence, c'est qu'il est mort. Oui. Alors que on rappelle ce qui s'est passé. A été libéré au bout de 24 heures. On rappelle ce qui s'est passé. Ben Barka, c'était, je crois, boulevard Saint-Germain, en sortant de chez Lip. En sortant exactement. Voilà, où Lip, oui. Et juste devant le cinéma. Exactement. Et le docteur qui avait été enlevé. Avec la complicité d'un agent français, ça le problème. C'est qu'il y avait les flics. On n'a jamais retrouvé. Il y avait des ripoux. Ça a provoqué l'affaire Ben Barka, qui continue d'un scandale, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais réussi à savoir le fin mot. Ça a provoqué une crise politique considérable entre la France et le Maroc. Ça a provoqué une purge dans les services, parce que De Gaulle était fou furieux, et il y a eu des procès d'assises à la clé. Écoutons Bruno Retailleau qui a pris la parole hier, il était chez nos amis d'LCI. On ne résout pas de crise quand on est trop gentil. Il faut assumer ce que j'ai assumé, c'est-à-dire un rapport de force, parce que d'ailleurs, c'est aujourd'hui le rapport de force, malheureusement, mais le langage international entre les pays. Il faut donc assumer de poser un rapport de force, et ensuite, il faut la diplomatie, où les résultats sont positifs. Boualem, Sansal est libéré. Et il y a la réadmission de ces Algériens dangereux sur le sol algérien. Je le dirai, je m'en féliciterai. En revanche, s'il n'y a pas de résultats, je le dirai. Bon, Bruno Retailleau, M. Coquerel a pris la parole également. Je propose de l'écouter, de la France Insoumise. C'est extravagant. Pourquoi c'est extravagant? Parce qu'il prend le narratif algérien, là. Et parfaitement. C'est ça qui est absolument insupportable. Il colle la paranoïa algérienne totalement. Que Retailleau serait sans doute responsable des arrestations du consulat, de l'agent du consulat d'Algérie. Donc c'est insupportable parce qu'il joue contre son camp. Quand je dis joue contre son camp, c'est-à-dire qu'il joue contre son pays.
Ouais. Pour un représentant de la nation, c'est quand même gênant. Et j'ajoute juste 2 précisions. Les 12 agents en voie d'expulsion du territoire algérien sont tous sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ça donne quand même une indication de la couleur politique de la décision. Et j'ajoute aussi en précision qu'actuellement, Bruno Retailleau est au Maroc pour justement acter le rapprochement et la réconciliation entre la France et Bruno Retailleau, là, il boit du petit lait, là, en ce moment-là. Parce qu'en fait, il a été sorti des négociations avec l'Algérie. On disait, oui, vous êtes trop rigide, etc. Et là, il boit du petit lait. C'est sa stratégie qui gagne. Ils ne comprennent que la force. 3 hommes, donc je le rappelle, ont été mis en examen ce vendredi 11 avril. Ces 3 hommes, vous connaissez le profil de ces 3 hommes? Il y aurait donc... Non, on sait qu'il y en a un des 3, donc un passeport de service, serait donc un fonctionnaire, mais sans l'immunité diplomatique. Donc un fonctionnaire algérien, je rappelle, qui aurait enlevé cet influenceur, qui aurait attaqué le régime algérien régulièrement. Voilà, c'est un opposant. C'est un opposant. Mais on va en parler dans une seconde. Mais terminons sur ces 3 personnes. Oui, donc ce sont 3 Algériens. On sait que l'un d'entre eux travaillait pour un des consulats d'Algérie en France. On ne sait même pas lequel. Vous savez que l'Algérie est le pays qui a, et de loin, le plus de consulats en France. Ils en ont 18. 18 consulats d'Algérie en France. Et le ministre Darmanin leur en a offert 2 de plus. Il y en a 20. C'est-à-dire que plus on est 20, qui servent à quoi? Vous avez à l'intérieur du consulat, vous avez 3 sortes de personnel. Vous avez les enfants de la nomenclatura, qui viennent profiter du climat. Vous avez des fonctionnaires qui encadrent, aident la diaspora algérienne. Il y a 900 000 Algériens. Normal. Et puis vous avez une 3e catégorie qui sont des agents qui, eux, surveillent évidemment les opposants. Parce que c'est sport et musique, c'est les services algériens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est puissant. Et ces 20 consulats sont répartis dans toute la France? Ah oui, bien sûr. Là où vous avez une partie de l'immigration, vous avez 18 consulats. Vous en avez un à Nantes, vous en avez à Évry, vous en avez un peu partout, à Mantes. Et 2 de plus, là. 2 de plus, cadeau. Wow. Cadeau. Vous avez en Algérie, en revanche, vous avez Oran, Annaba, Alger, vous avez 3 consulats de France. Non, mais Amir Boukor. Ce qu'il faut voir, c'est Georges le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. C'est un modèle du genre où il traite les arguments de notre justice, finalement, de vermoulu et de farfelu, et des enquêtes du ministère de l'Intérieur. Donc on a là vraiment un mépris total pour nos institutions par un gouvernement. C'est de l'ingérence absolument insupportable. Alors, qui est Amir Boukors, dit Amir DZ? L'homme qui avait été donc enlevé, séquestré, ça avait duré 24 heures, simplement. Un peu plus. Bon. Donc, il est connu sur les réseaux sociaux sous ce pseudonyme d'Amir DZ. Alors, je voulais vous passer ce qu'il peut dire sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que il parle. On a une image, mais il parle algérien, il parle en arabe. Donc, je n'ai pas pu vous traduire ces mots. Il a 41 ans, il se présente comme journaliste d'investigation. Vous voyez. Donc, c'est cet homme. Plus d'1 million d'abonnés. Il est journaliste comme imam. Comment? Il n'est pas véritablement journaliste, c'est un opposant. Mais moi, je veux dire, il y a une chose qui est quand même assez surprenante. Il est opposant. Il passe son temps à dénoncer le régime, la corruption, les mensonges, etc., etc. Grand bien lui fasse, il a plus d'1 million de gens qui le suivent sur TikTok. Oui. Mais c'est quand même assez extravagant. Non seulement que l'Algérie règle ses comptes en France, mais que des réfugiés politiques, puisqu'il a le statut de réfugié politique, continuent à faire de la politique contre le régime, contre leur pays natal. C'est leur droit. C'est quand même très choquant, pardonnez-moi. Non, c'est pas leur droit. Normalement, quand vous êtes réfugié, vous vous abstenez de faire de la politique dans le pays qui vous a donné l'asile. Et quelle règle dit ça? Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Réfugiés dans les pays avec lesquels nous avons une bonne relation, c'est le cas. Mais non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Solzhenitsyn, excusez-moi, lorsqu'il a quitté la Russie. Je rappelle qu'il avait été échangé, qu'il a été libéré dans le cadre d'une tractation entre États. Il a quand même le droit il a continué là où il était de critiquer le régime de Moscou. Vous ne pouvez pas enlever le problème, c'est que je compare Solzhenitsyn et Amir DZ et je ne suis pas sûr que la comparaison soit possible. Non, mais ce que veut dire Vincent, c'est que ces réfugiés politiques ne rendent pas service aux pays qui les accueillent. Non, mais ça, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, il avait fait l'objet, cet homme, de 2 demandes d'extradition en avril 2021 pour adhésion et affiliation à un groupe terroriste dans le but de répandre la terreur parmi la population, adhésion à un groupe terroriste subversif et organisation visant à nuire aux
aux intérêts de l'Algérie. La Cour d'appel de Paris s'était cependant opposée à toute demande d'extradition, craignant que ses droits et libertés fondamentales ne soient pas préservés dans son pays d'origine. C'est une décision de 2023. La Cour avait émis un avis défavorable à 7 demandes d'extradition fondées sur 7 mandats d'arrêt délivrés entre 2015 et 2019. Et d'après les révélations donc de journalistes, Amir Boukors aurait été forcé le 29 avril 2024 à entrer dans une voiture munie d'un gyrophare par 4 hommes alors qu'il s'apprêtait à regagner son domicile dans le Val-de-Marne, transporté vers l'est du pays, selon les panneaux qu'il a pu apercevoir sur l'autoroute, avant que ses ravisseurs ne lui indiquent qu'il allait être conduit à Amsterdam. La voiture se serait ensuite arrêtée dans une zone d'activité et la séquestration aurait duré près de 27 heures au total. Et alors, il a été relâché, pourquoi ? Mais c'est une affaire de pied nickelé, on n'y comprend rien. Ouais, c'est pas tragique, ça s'est heureusement bien terminé. Il a été plusieurs fois la cible d'agression. Il y a 3 mandats de dépôt, Vincent. Mais on ne sait pas pourquoi il est affaire de 27 heures. Non, c'est pas une affaire de pied nickelé parce que arrêté, on ne sait pas. C'est pas une affaire de pied nickelé puisque je répète que au fil de l'enquête, la police est tombée sur un réseau d'espionnage au profit de l'Algérie à l'intérieur de l'administration française, ce qui pose quand même ce qui intrigue, ce qui intéresse. Et ensuite, ils ont serré à ce point la petite équipe qui n'est pas allée jusqu'au bout de son enlèvement. C'est pas simplement de l'intimidation, parce qu'il avait été plusieurs fois agressé déjà. Il avait été agressé en 2022. Bon, Bruno Retailleau au Maroc, à suivre. Boualem Sansal. Alors ça, c'est un problème. Boualem Sansal est toujours... il serait retourné dans sa cellule, il ne serait plus à l'hôpital, pas de nouvelles. Moi, j'étais sidéré d'entendre le président de la République vendredi matin visitant le Salon du Livre et à qui on posait la question, expliquer qu'il avait bon espoir que Boualem Sansal retrouve une forme de liberté, une forme de liberté, ou une liberté partielle, qui lui permette de se soigner et d'écrire. C'est pas un retour en France, hein. C'est pas une liberté pleine et entière. On demande l'indulgence, la grâce, au nom de raisons humanitaires pour un homme qui est malade et qui est âgé. On ne réclame pas la liberté pour un innocent qui a été injustement persécuté. Déplacement de Bruno Retailleau au Maroc, vous le disiez, Thomas, 9h01.